Constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 59, loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence, et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Coteau-Bourget remplace Monsieur Bédard-Chicoutimi et Madame Lavallée-Repentigny remplace Monsieur Jorin Barrette-Verdua. Merci. Je veux souhaiter la bienvenue à mes collègues d'Angava, La Prairie, Jean Talon, Madame la ministre. Oui. Madame la députée de Repentigny, Madame la députée, il ne faut pas que je l'oublie, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bon, puis Madame la députée de Taschereau. Sans plus tarder, je souhaite la bienvenue au Rassemblement pour la laïcité. Vous avez 10 minutes pour nous exposer. Vous allez faire les présentations des gens qui vous accompagnent et on vous remercie. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis André Lamoureux. Je suis politologue et enseignant et représentant du Rassemblement pour la laïcité. Je suis accompagné de Madame Leila Ben Salem, enseignante retraitée, récemment retraitée, et membre du Rassemblement pour la laïcité. Avant de détailler notre argumentation, nous indiquons rapidement la logique de notre mémoire et de notre présentation. Notre message est en deux temps. Tout d'abord, nous nous dissocions de la proposition visant à policer et sanctionner les discours haineux ou incitant la violence. Nous avons beaucoup de réserves sur ces dispositions. Le RPL propose plutôt un certain nombre de recommandations visant à contrer et endiguer la montée de l'intégrisme au Québec, surtout l'intégrisme islamique, lui-même source, à notre avis, de discours haineux. D'autre part, le RPL veut apporter sa propre contribution sur la question des mariages forcés et tout ce qui concerne la violence et les meurtres commis au nom de l'honneur. Les quelques propositions présentées par le gouvernement à ce sujet nous apparaissent justifiées, mais vraiment trop timides. Elles devraient être renforcées par d'autres dispositions législatives. Nous vous les expliquerons. À propos des discours haineux, nous sommes déçus de voir le virage de 180 degrés effectué par le gouvernement sur la question de l'intégrisme. En 2013, lors de son assermentation au titre de député d'Outremont, Philippe Couillard déclarait avec force vouloir poursuivre sans relâche les intégristes. Par la suite, il s'est ravisé et la lutte contre l'islamisme s'est envolée en fumée. Le premier ministre a expliqué que l'intégrisme était une affaire privée et que cela ne nuisait à personne. Kathleen Wynne a même indiqué que ça ne la dérangerait pas de travailler avec un intégriste. Pendant des mois, les ministres ont martelé à l'unisson qu'il faudrait plutôt combattre l'islamophobie, la xénophobie, le racisme et les discours haineux, puisqu'ils seraient à la source de l'humiliation et des discriminations vécues par les musulmans, et par ricochet de la radicalisation des jeunes et des moins jeunes vers l'islamisme et le djihadisme. Jacques Frémont a même prétendu sur les ondes de Radio-Canada qu'il y avait une montée de l'intolérance au Québec. Cela a donné lieu au projet de loi 59 qui vise à policer les discours haineux. Madame la ministre, la semaine dernière, après avoir été abondamment critiquée sur le caractère fourre-tout que représente l'expression « discours haineux », vous avez changé votre message quelque peu en clamant que vous ne vouliez d'aucune façon empêcher la critique des religions. Lors de sa présentation faite ici même devant la Commission, Jacques Frémont a aussi cherché à temporiser le discours. Vous nous dites maintenant que le projet de loi vise surtout à encadrer le type de discours haineux que les intégristes eux-mêmes soutiennent, mais sans les nommer. Avouez que cela contredit tout ce que vous et vos autres collègues ministres avez dit pendant des mois. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous aviez vraiment voulu faire ce que vous prétendez, vous auriez sûrement conçu un autre loi que celui-ci, un autre projet de loi que celui-ci, une autre loi permettant de contrer l'intégrisme. Or, il n'y a toujours aucune législation de ce type sur la table et non plus de définition du concept de discours haineux qui se rapprocherait des termes du Code criminel sur la propagande haineuse. Ce vide ouvre la porte à n'importe quoi. Et au premier chef, à la vindicte des islamistes contre la laïcité, une définition de concept, c'est toujours la première chose qu'on explique, qu'on demande à nos étudiants lorsqu'ils effectuent une recherche.
Il faudrait que vous compreniez que l'expression « discours haineux », c'est tout particulièrement la rhétorique de la mouvance islamiste pour casser toute critique de ces dogmes rétrogrades. C'est sa marque de commerce. Madame Vallée, vous vous trompez de cible. Ce ne sont pas les discours haineux ou l'islamophobie qui sont la source de la stigmatisation ou de la marginalisation des musulmans. C'est l'intégrisme et tout particulièrement l'idéologie islamique qui, avec leurs préceptes rétrogrades, nourrissent des réactions légitimes de rejet parmi les citoyens québécois. D'autant plus que les islamistes se réclament de l'islam. Pour se défendre de la critique, les islamistes déversent ensuite leur haine contre tous ceux et celles qui osent les contester, y compris les musulmans installés au Québec qui refusent de se plier à ce discours. En Algérie, au cours des années 1990, des hordes de jeunes se sont fait envoûter par l'intégrisme musulman. Les islamistes algériens ont massacré des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes au nom de leur idéologie. Pourtant, les musulmans ne faisaient aucunement face à une situation islamophobe ou xénophobe dans leur propre pays. Et ce sont eux qui ont été massacrés par ces mêmes islamistes. La corrélation entre le djihadisme et l'islamophobie, contrairement à ce que M. Charkaoui expliquait ici, n'existe donc pas. Et en revanche, pour les islamistes, toute attaque contre eux est évidemment présentée comme un assaut contre l'islam. D'où l'utilisation du concept d'islamophobie qu'ils ont eux-mêmes créé. Voilà pourquoi ils combattent les partisans de la laïcité et qu'ils les assassinent très souvent. L'islamisme, la féministe, Kate Millett, a été la première à goûter à ce type d'attaque, une charge lancée par les mollahs iraniens en 1979. Elle fut accusée d'impérialisme et de racisme contre l'islam lorsqu'elle a encouragé les femmes iraniennes à enlever leur voile. Il y a eu également Salman Rushdie qui a été accusé d'insulte à l'islam et condamné à mort par fatwa. Que dire de Véronique Sanson? En 1989, elle s'est vue obligée de retirer la chanson « Allah » de son spectacle, après avoir reçu plusieurs menaces et un coup de téléphone lui disant ceci: « Si tu chantes ça, boum! » En 2006, au moment du débat sur le port du voile à l'école, en France et au Québec, Tariq Ramadan, l'intellectuel de l'islamisme, a accusé ceux qui prônaient l'interdiction de symboles religieux dans les institutions publiques de tenir des propos haineux et racistes. C'est exactement ce que permettrait le projet de loi 59 s'il était adopté. Une plateforme pour nourrir les poursuites bâillons, pour punir et museler, ce qui nous amène à la notion de blasphème qui n'a aucune légitimité dans une société démocratique. Cette notion est moyenâgeuse, mais elle est malheureusement toujours dans le Code criminel canadien. Elle renvoie à une autre époque où les Églises et l'État étaient soudés et fonctionnaient de connivence. À notre avis, avec ce projet de loi 59, c'est comme si le blasphème serait rétabli, mais dans le champ civil cette fois-ci. On devrait s'attendre à ce que les islamistes sautent à pieds joints dans la logique des discours haineux, qu'ils lancent la vindicte contre les défenseurs de la laïcité et que soit enclenché un tas de poursuites, comme c'est déjà commencé. En janvier dernier, les islamistes ont dit que Charlie Hebdo avait franchi la ligne rouge, selon l'expression utilisée ici même par Salam El-Menyaoui, et insulté l'islam avec leurs caricatures. Voilà pourquoi ils ont été massacrés. Récemment, un blogueur du Bangladesh, partisan de la laïcité, a été assassiné. Le savez-vous? Malgré les tons rassurants, il reste que l'écrit reste l'écrit. La première partie du projet de loi 59 représente une atteinte à la liberté d'expression. Elle essaie de polisser le droit de critique à partir d'une notion absolument arbitraire. Le fait de traduire devant les tribunaux les organismes et les individus en les incriminant d'avance de propos haineux, notamment à l'endroit des religions, sans respect de la présomption d'innocence, sans même avoir accès aux règles de procédure civile d'un procès régulier, porte atteinte, en fait, aux droits de la personne. Alors, je reprendrai d'autres arguments tantôt par la suite. Je vais laisser la parole à Mme Ben Salem qui va vous présenter le deuxième bloc. Madame Ben Salem, il vous reste 1 minute 30. Monsieur Lamoureux a été très volubile. OK. Alors, ça concerne les mariages forcés et les violences commises au nom de l'honneur.
Alors, à propos des mariages forcés, nous sommes évidemment d'accord avec les mesures minimalistes proposées, mais elles sont insuffisantes. Comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas songé à exiger d'Ottawa que l'obtention de l'âge majeur, 18 ans, devienne une condition au mariage? Actuellement, c'est 16 ans. Cette base légale de 18 ans endiguerait en grande partie la problématique des jeunes mineurs qui sont dans l'engrenage des mariages forcés. Aussi, cet âge minimal de 18 ans est en vigueur dans plusieurs pays comme la Suède, l'Allemagne ou la Suisse. Cette base légale, comme l'explique Sharon Aiken, professeure à l'Université de Queens, spécialiste en droit international des droits de la personne et en droit de l'immigration, cette base légale, donc, est aussi soutenue par l'UNICEF, qui considère que le mariage à moins de 18 ans constitue une violation fondamentale des droits humains. Soulignons un autre problème. Par la loi S7 votée en avril dernier, le gouvernement fédéral a criminalisé les mariages forcés. Étrangement, personne n'a pensé à des mesures particulières pour annuler les mariages forcés qui pourraient être conclus à l'étranger. En conclusion, j'achève, oui. Oui. Alors, on aurait 2 recommandations que vous pourrez définitivement mentionner dans vos premiers échanges avec Madame la ministre. Comme les autres d'ailleurs. Oui, merci de votre présentation, Madame la ministre. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Dans un premier temps, peut-être, je suis intéressée par les recommandations touchant les mariages forcés et les violences basées sur la conception de l'honneur. Je vais d'abord peut-être aborder les premiers aspects abordés dans votre mémoire, puis par la suite, on pourra revenir à ces éléments-là qui sont aussi très importants. Simplement, encore une fois, rassurer Monsieur Lamoureux, Monsieur le Président, il n'y a pas eu de changement de discours dans le dossier, mais je pense qu'il était bon de recadrer, dans le cadre des interventions, certaines notions et notamment une certaine perception qui semblait s'être propagée à l'effet que la critique de la religion et le blasphème était visée par le projet de loi, ce qui n'est pas le cas. Alors, le projet de loi vise vraiment à encadrer un discours haineux, le discours haineux tel que notamment défini par la jurisprudence, par la Cour suprême. Donc, c'est un discours qui comporte des particularités vraiment définies, c'est-à-dire c'est un discours qui va attiser un sentiment de haine profond à l'égard des groupes dont il est question. Et encore une fois, l'objectif n'est pas du tout d'instaurer, comme vous le disiez, ou comme M. Lamoureux le disait, M. le Président, le retour de la censure, ce n'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, dans le projet de loi, on réfère, et peut-être, nos échanges nous permettent de constater peut-être que ça mériterait d'être plus clair, mais réitère, notamment à l'article 1, le principe fondamental dans une démocratie que la liberté d'expression représente. Alors, la liberté d'expression, c'est un principe qui est essentiel en démocratie. Avoir la possibilité de critiquer, c'est essentiel en démocratie. Ce que nous souhaitons faire, et c'est pour ça que je voudrais un petit peu vous entendre, M. Lamoureux, c'est que dans votre dans l'introduction de votre mémoire, vous avez parlé que l'intégrisme pouvait être une source de discours haineux. Et l'objectif, c'est ça, c'est de freiner ce discours haineux. Alors, j'aimerais comprendre, vous nous dites, l'intégrisme est une source de discours haineux. Il est important de venir contrer ce type de discours-là, mais, si j'ai bien compris, le projet de loi ne vous apparaît pas comme une façon de contrer ce type de discours-là qui pourrait surgir d'une forme d'intégrisme. Alors, quelle serait la façon de contrer ce type de discours haineux
qui parfois est dirigé vers les femmes, parfois est dirigé vers les homosexuels. Dans certains cas d'intégrisme, parce que l'intégrisme se manifeste sous différentes formes, ce ne sont pas toujours les mêmes groupes qui vont porter leur philosophie jusque dans une mesure qui va s'en prendre à des groupes. Mais quelle serait la façon qui pourrait être la plus efficace selon vous pour contrer le discours haineux sur la place publique? Et on s'entend, lorsque je parle de discours haineux, je fais vraiment référence au discours haineux tel que l'a reconnu la Cour suprême. Je ne voudrais pas que l'on prenne des interprétations qui ont été faites en commission parlementaire. Je me suis toujours tenue notamment à l'affaire Watcott, on en a parlé beaucoup, on a parlé de l'affaire Taylor, donc à cette conception très précise du discours haineux que la jurisprudence nous a enseigné. Monsieur Lamoureux. Je peux vous répondre là-dessus. Madame la ministre, j'ai été même encore plus inquiet en fin de semaine lorsque j'ai entendu M. Jacques Frémont, en émission de Radio-Canada, dire que ce qu'il voulait contrer, c'était les discours haineux menant à la discrimination. Ça n'a pas de sens parce que c'est trop large. La discrimination, c'est très large. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus précis. Un patron qui dira à ses employés de moins de 30 ans, je vous donne des conditions de travail inférieures aux autres, c'est de la discrimination, mais c'est pas un discours haineux. Nous, là, le discours haineux, nos paramètres, en s'appuyant sur la Cour suprême, là, ce serait un discours, une propagande mue par l'aversion et la détestation, prônant l'usage de la violence à l'endroit d'individus, de groupes ou communautés et pouvant mener au génocide. Ça, c'est un discours haineux. Comme cet été, en Turquie, il y a eu des pancartes qui ont été installées par les islamistes disant « Faut-il tuer les homosexuels comme Mahomet s'est vengé contre le peuple de Lot ?» Vous savez ce que ça veut dire? Mahomet avait exterminé le peuple de Lot parce qu'il y avait des pratiques homosexuelles dans cette population. Alors, c'est un appel. Ça, pour moi, c'est un discours haineux parce que ça appelle à la violence, à tuer même à la limite. C'est ça un discours haineux. Si on entend juste la discrimination, on entendait l'autre fois certains propos là qui sont dans le. Écoutez, moi on peut dire ceci. On peut être hostile à une religion, à une école de pensée. On peut être offensant, on peut être blessant, on peut être vexatoire. On peut être misogyne aussi. Je suis pas d'accord avec ce que le Conseil du statut de la femme a dit ici, là, c'est trop. Être polémique, être irrespectueux, être dénigrant même. Je vous entendais, vous répondiez à Maître Latour et Maître Gray, vous disiez « Oh, c'est le discours haineux, c'est comme le dénigrement. » Mais on peut dénigrer. On a le droit de dénigrer quoi que ce soit. Je pourrais dénigrer Raël et ses théories, les superstitions des religions. L'obscurantisme des religions, je sais pas, des discours haineux, ça. Donc, c'est ça pour nous, le discours haineux. Et c'est ça qui n'est pas dans la loi. Et je termine avec quelque chose. Je vais vous dire une information, Madame la ministre. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Suite aux attentats de Charlie Hebdo en France, il y a un journaliste du Western Standard Magazine en Alberta, parce que M. Frémont parlait beaucoup de l'Alberta comme un exemple, la Colombie-Britannique, tout ça. Il y a un journaliste de l'Alberta du Western Standard Magazine qui est lié à Sun News. Et ça ne me dérange pas qu'il soit lié à Sun News. Il y a des gens qui vont faire des commentaires là-dessus. Pas du tout. Ce journaliste-là a décidé, lui, en réplique à ce qui s'était produit en France, il a fait un reportage avec des discours d'imams, des discours vraiment agressifs, là, et même quasiment liberticides, là. Et puis, il a diffusé, pendant son reportage, il a simplement reproduit les caricatures de Mahomet. Et savez-vous qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu un ordre du tribunal des droits de la personne d'enlever ces caricatures de Mahomet en Alberta, considérées comme discours haineux. Et lui, il a dit « You're crazy ». Et en disant ça, il s'est fait poursuivre, amende par le tribunal des droits de la personne en Alberta. C'est pas très loin, l'Alberta, là. C'est pas l'Afghanistan. Je vous donne un autre exemple. En Égypte, dans notre rapport, vous verrez, notre rapport est très documenté. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'espère que vous allez le lire. Vous allez peut-être apprendre beaucoup de choses dans notre rapport. Mais en Égypte, il y a une blogueuse, au mois de décembre, pas plus loin qu'au mois de décembre, a fait un commentaire sur les événements concernant la fête de l'Aïd. L'Aïd, c'est ça? Oui. Et puis, je pense que Leïla pourrait en parler. Et puis,
Qu'est-ce qu'elle a été traduite Oui, devant le c'est tribunal? une journaliste égyptienne. Bougez pas, c'est parce que Oui, notre pardon. période de temps est très limitée. En tout Et, cas, cette journaliste-là a dit « Joyeux massacre », comme un peu comme « You're crazy ». oui. Et elle a été traduite en cours de justice pour insulte à l'islam. C'est l'Égypte, vous allez me dire. C'est pas le Canada, c'est pas le Québec, mais au Canada, au Québec, il y a d'autres choses qui se passent, qui pourraient se produire. Et surtout, nous, on n'en veut pas au ministère de la Justice, on n'en veut pas à la Commission, au contraire, on veut qu'elle joue son rôle. Mais c'est certain que si ce projet de loi, c'est déjà commencé contre nous, là. Quand je dis nous, c'est les combattants de la laïcité qu'on le fait depuis des années, depuis 2010 qu'on se bat là-dessus, bien avant qu'il y ait le projet de loi 60. Bien, les poursuites sont déjà engagées. Vous savez, est-ce que je dois donner des noms, là? Mais on en a pas mal. Et ça va être une planche de salut pour eux autres, pour nous poursuivre. On va continuer l'échange, M. Lamoureux. Madame la ministre. Merci. Alors, la définition de discours haineux, je vais simplement revenir, c'est, oui, ça peut être une forme de dénigrement qui va déconsidérer un groupe de personnes qui va le dénigrer au point de le rendre ignoble. Alors, il y a un caractère vraiment particulier du discours haineux. Et la définition de ce concept-là, elle est reprise par la Cour suprême. Maintenant, je vous entends, comme j'ai entendu bien des gens, il y a lieu, évidemment, de définir peut-être de façon plus précise dans le projet de loi parce qu'il semble y avoir des interprétations trop multiples du concept. Et j'ai pris bonne note. Vous nous avez donné votre définition, la définition que vous considérez être peut-être une des définitions qui pourrait être utilisée. Je vous remercie de nous avoir fait part de vos commentaires. J'aimerais revenir sur la question des mariages forcés et sur la question des violences basées sur l'honneur. Certaines de vos recommandations visent à solliciter d'Ottawa de renforcer certaines mesures législatives. Nous, on en prend bonne note. Certains groupes nous ont formulé cette demande-là, évidemment. Nous, ce qui est souhaité, c'est à même les outils législatifs que nous avons, notre Code civil notamment, de pouvoir dans le contexte où la législation fédérale demeure la même, mais de pouvoir contrôler et encadrer le consentement pour s'assurer d'un consentement réel. Mais j'ai pris bonne note de votre demande quant à ce que l'âge légal du mariage passe à l'âge de 18 ans. Maintenant, pour la question des violences basées sur la conception de l'honneur, j'aimerais vous entendre puisque vous n'avez pas eu la chance de nous formuler vos recommandations. Madame Salem. C'est ça. Vous voulez que je vous parle de nos recommandations concernant... OK. Effectivement, Madame Salem, c'est la demande de la ministre. Pardon? C'est la demande de la ministre. Oui, OK. Vous avez mentionné tantôt que vous auriez la chance de nous partager vos deux recommandations. OK, on vient de parler de l'âge qui devrait être haussé à 18 ans. Ça, c'était notre première recommandation. La deuxième, ça concerne les mariages forcés qui se sont déroulés à l'étranger. Parce que, en fait, moi, je peux vous parler de certains cas que j'ai été vraiment témoin de ces cas-là parce que j'étais enseignante dans une école secondaire à Montréal. Et ça s'est passé à 2 ou 3 reprises, il y a plusieurs années de ça. Il y a des petites filles qu'on a retirées de l'école pour voyager, aller contracter des mariages à l'étranger et ensuite revenir ici. Alors à l'époque, c'est sûr qu'il y a une espèce de, je pourrais vous dire, de frilosité quand il s'agit de contrer ou de savoir comment gérer ces situations-là, parce que souvent on pense, et je pense que c'est une erreur, que ça fait partie d'un bagage culturel ou que ce sont des habitudes et qu'on ne peut pas vraiment intervenir. Écoutez, on est au Canada, on est au Québec, et c'est nous qui devrions avoir nos lois et dire à ces personnes-là que ça ne se passe pas comme ça ici et qu'il faut respecter nos lois. C'est la même chose quand on parle des mutilations sexuelles et de l'excision.
Il y a encore des cas d'excision qui se déroulent ici même au Canada. Donc, il faudrait vraiment agir, là, ça presse. Il y a, pour ce qui est de l'excision, puis certaines pratiques, il y a des dispositions qui interdisent et en fait qui criminalisent ces actes-là au Code criminel. Je sais également que le Collège des médecins est très vigilant sur la question. Puisqu'il ne faut pas oublier, on a notre code criminel qui est là, qui existe. Nous, ce que nous avons présenté, ce sont des mesures au niveau civil. Alors, des mesures de nature civile qui permettent de donner notamment des outils pour pouvoir intervenir, de donner des outils, par exemple, aux intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse pour pouvoir intervenir, pour pouvoir nommer certains phénomènes, pour être en mesure de mieux les comprendre, de mieux pouvoir accompagner les enfants qui parfois sont aux prises avec des situations familiales pas toujours simples. Nous avons prévu certaines dispositions, notamment visant une meilleure confidentialité des échanges que l'enfant pourrait avoir avec le directeur de la protection de la jeunesse. J'aimerais vous entendre. Est-ce que les mesures prévues au projet de loi 59 et qui visent notamment à mieux outiller la direction de la protection de la jeunesse vous semblent intéressantes? Est-ce qu'il y aurait d'autres types de mesures qui pourraient, à votre avis, être utiles? Madame Bensalem. Ben, écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de notre moyen pour contrer les discours haineux et tous ces comportements-là qui entourent les discours haineux. Ben, concernant les mariages forcés, les mutilations sexuelles et l'excision, entre autres, moi, je pense qu'il faudrait vraiment commencer à faire de la sensibilisation et de l'éducation. C'est la base. Parce que ces familles-là qui arrivent ici avec ces bagages culturels, ils arrivent avec ça, d'accord, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent continuer à exercer toutes ces choses-là ici au Canada. C'est pas possible, parce que quand même les libertés individuelles c'est bien beau, mais il y a certaines choses qui devraient être inacceptables ici. C'est un bagage culturel, d'accord, mais ici ça se passe pas comme ça. C'est à nous à édicter les lois et puis à les faire respecter surtout. Et puis juste une dernière chose concernant les mariages forcés à l'étranger, on demanderait vraiment qu'il y ait une procédure d'annulation qui soit automatiquement appliquée dès qu'il y aurait une preuve du caractère imposé de ces contrats-là. Madame la ministre. Il y a actuellement des mesures permettant l'annulation de mariage, notamment un mariage dont le consentement a été vicié. Est-ce que vous considérez que les mesures actuellement qui existent, notamment celles prévues à l'article 380 du Code civil, sont suffisantes ou vous souhaitez ou vous considérez qu'il y aurait lieu de bonifier les mesures? Puis, s'il fallait les bonifier, que devrions-nous ajouter aux dispositions actuelles? Parce qu'actuellement, un mariage qui n'a pas été contracté de consentement peut être annulé. Nous suggérons d'encadrer davantage la vérification, la validation du consentement des époux de moins de 18 ans. Parce que généralement, le consentement était accordé par le parent et dans le cas de mariage forcé, on sait que la famille, bien souvent, est très, très, très impliquée. Donc, d'où la proposition de soumettre le tout à l'autorité d'un juge pour valider si le consentement, il est libre et éclairé. Mais au-delà de la question du consentement, est-ce que vous avez d'autres recommandations ou d'autres suggestions, d'autres moyens que vous verriez à mettre en place pour encadrer davantage et pouvoir aussi permettre à ceux et celles qui ont contracté un mariage dans un contexte
où le consentement était vicié, de pouvoir en sortir. Madame Bensalem. Ben, écoutez, s'il y a encore des familles qui se permettent d'organiser des mariages forcés, c'est que, à mon avis, c'est qu'en amont, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Parce que quand on arrive devant le juge et qu'on est prêt à contracter un mariage, et puis souvent entre des mineurs, c'est qu'il y a des choses que ces gens-là n'ont pas comprises. Alors je reviens toujours, c'est mon leitmotiv, l'éducation, la sensibilisation. Écoutez, avant que des personnes émigrent ici, est-ce que ça serait possible de leur faire comprendre qu'il y a des lois ici qu'on doit respecter et qu'ils ne pourront pas agir comme quand ils étaient dans leur pays d'origine? Et il faudrait être ferme par rapport à ça. Parce que s'il y a encore des gens qui se permettent de faire ça, c'est qu'ils ont quelque part une latitude pour le faire. Ils sont pas fous. Donc il y a des failles, il y a des faiblesses qu'il va falloir corriger, et je répète encore en amont, avant même de retrouver ces gens-là devant un juge. Vous aviez un commentaire, M. Lamoureux? Oui, j'ai un commentaire. Oui, je crois que l'article 380 ne me revient pas spontanément, le contenu, mais il faudrait peut-être nous le rappeler. Mais je pense que dès le moment où une preuve pourrait être soutenue à l'effet qu'un mariage a été forcé par témoignage, par je sais pas, des gens qui prennent des mesures pour contester éventuellement un mariage qui aurait été forcé à l'étranger, nous pensons qu'il devrait y avoir peut-être des mesures plus précises, parce que c'est quand même le Québec qui est responsable de la célébration du mariage. C'est sa compétence, qui pourrait être élaborée de façon à contrer ça. J'ajouterais ceci dans le sens de Mme Bensalem. Il serait peut-être important que dans un cours d'éthique et de culture religieuse, on fasse l'éducation des jeunes. Évidemment, moi, j'aimerais ça qu'on fasse l'éducation des jeunes en faveur de la laïcité. Mais disons que c'est pas ça le sujet. Mais quand même, que dans un cours d'éthique et de culture religieuse, on fasse l'éducation, pas simplement présentée comme l'éventail des religions, mais qu'on explique des choses, indépendamment des cultures, quelles que soient les religions, le mariage forcé, c'est interdit. Indépendamment des cultures et des religions, la violence physique, c'est interdit. Les crimes d'honneur, les violences au nom de l'honneur, c'est important, ces questions-là. On a vu l'affaire Shafia, il y a eu l'affaire Parvez. On peut toujours dire, ouais, mais c'est tellement rare. Mais écoutez, ça va se reproduire encore, c'est certain. Et je pense qu'on a une responsabilité d'éducation, particulièrement au secondaire, là, surtout à la fin du secondaire, là, pour les jeunes à cet égard. Dernier commentaire, Mme la ministre. Simplement, M. Lamoureux, vous partagez que même si on est peut-être pas d'accord sur tous les points, je suis d'accord avec vous. Un cas de violence comme le dossier Shafia, c'est un cas de trop. Et on doit trouver les moyens pour éviter que des situations comme ça se reproduisent et pour protéger les jeunes filles et les jeunes garçons qui pourraient être placés dans des situations particulières. Mais on peut avoir des façons différentes d'y arriver, mais il s'agit de protéger les enfants et les jeunes. C'est certain que l'éducation est toujours un moyen important. Nous, aujourd'hui, on regarde les actions législatives, mais vous avez tout à fait raison que l'éducation, la prévention, dans une société, c'est important. Merci de votre présence. Merci, Mme la ministre. Mme la députée de Tachereau. Merci. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre mémoire. Je vais passer tout de suite à la conclusion de votre mémoire. Vous dites, la première ligne, en guise de conclusion, le Rassemblement pour la laïcité demande que ce projet de loi soit retiré, puisque l'essentiel de cette législation proposée recouvre la question des discours haineux. Vous joignez, je vais vous le dire ici, notre position. Nous sommes, à ce que je sache jusqu'à aujourd'hui, le seul parti qui demande absolument que la première partie, à tout le moins, du projet de loi, soit celle sur les discours haineux, soit retirée et soit revue en profondeur, qu'on nous précise les objectifs et tout ça, qu'on nous précise ce qu'on veut, qu'on précise les termes, mais pas en l'amendant. Là. Je sais que les deux autres partis cherchent encore des amendements. Moi, je pense que ça n'a rien de vouloir amender.
j'aimerais que, moi je l'ai déjà expliqué pourquoi, j'aimerais que vous me disiez pourquoi vous croyez que il ne suffira pas de quelques amendements, il faut vraiment le retirer. Qu'est-ce qui fondamentalement vous freine, vous fait peur dans ce projet de loi? Ça, c'est la logique. On a présenté un peu ce qui pourrait être une loi pour contrer les discours haineux. On a une définition complètement différente. Et en plus, c'est la logique aussi de l'ensemble du projet de loi. Par la suite, là, la question des discours haineux, protéger les jeunes dans les écoles, les cégeps. Là, écoutez, là, moi, j'ai fait ma carrière au cégep, j'enseigne à l'UQAM maintenant, là, comme chargé de cours, mais écoutez, inquiétez-vous pas, là, les cégeps, ils en ont les moyens de protection des jeunes. Là. Depuis les attentats de 2001, c'est surtout depuis l'attentat à Dawson, là, on a été convoqués en réunion pour les protocoles de sécurité d'urgence sur tous les étages, avec des responsables sur tous les étages. Tous les cégeps ont fait ça. Là. Donc, on n'a pas besoin d'une protection. Donc, c'est la logique globale. Même les cégeps vous ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Là, ils étaient même insultés de la loi. Écoutez, les LGBT, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas de la loi. Les Noirs, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas de la loi. L'Office des personnes handicapées a dit qu'il n'y a pas de discours haineux contre presque pas, c'est tellement rare, contre les handicapés, c'est plutôt la discrimination puis des discours vexants. Les seuls qui vous ont dit, là, qui étaient pour, là, c'est des associations dites musulmanes, mais je dirais, moi, avec certaines tendances que je n'oserais pas nommer, et qui vous ont dit oui. Même qu'une porte-parole a dit, il était important que les incriminés, là, on les rééduque. Les incriminés, là, c'est les gens qui critiquent l'islam. Mais je voudrais revenir à d'autres choses aussi. On propose 5 autres propositions, je vous l'indique. Nous, on veut qu'un centre de vigilance ou un centre de recherche-action qui soit créé, donc ce serait une autre loi pour nous, là, qui soit créé par le gouvernement pour demeurer au fait et contrecarrer les doctrines intégristes, quelles qu'elles soient, là. Ça peut être assidique, ça peut être islamique, peu importe. Cet organisme pourrait aussi rendre compte publiquement de ses actions et de ses recherches. On veut aussi que le ministère des Affaires municipales, de l'occupation du territoire, en collaboration avec Revenu Canada, exerce une surveillance accrue auprès des organismes de bienfaisance ou centres communautaires qui ne respectent pas leur vocation. On a eu quelques cas là, au Québec, hein? Et servent au contraire à la promotion de doctrines intégristes et islamistes et même le djihadisme. Cette surveillance concerne la reconnaissance légale, les subventions qu'ils reçoivent ainsi que les exemptions fiscales dont ils bénéficient. Nous, concernant les cégeps, là, je veux applaudir le directeur de la Fédération, le président de la Fédération. Nous, on va dans le même sens. Il faut qu'il y ait une directive concernant la location des locaux, parce que c'est le problème des cégeps. Les cégeps sont comprimés avec les compressions budgétaires. Depuis des années, une de leurs sources de revenus, c'est de louer. Et les cégeps, je vous en parle en connaissance de cause, louent, même que des fois, le lundi matin, les profs arrivent dans la classe, puis les fils sont tout défaits, puis ils sont mécontents de ça. Mais nous, on dit, attendu que les écoles publiques, les cégeps, les universités sont des institutions laïques, que le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche édicte une directive à l'intention de tous les gestionnaires d'établissements encadrant la gestion de la location de leurs locaux pour les organismes externes, de façon à empêcher qu'ils soient accordés à des sectes, associations, mouvements ou centres reconnus pour leur intégrisme religieux. Enfin, je dirais aussi que importante que la loi sur la fiscalité municipale établisse des critères précis pour la reconnaissance des lieux de culte. C'est le cas, je pense, en Suisse. Et qui sont exempts les lieux de culte qui sont exempts de taxes foncières municipales et scolaires. Attendu des abus déjà survenus, le resserrement de ces critères pourrait réduire le risque de dérives sectaires et intégristes avec tous les propos haineux qu'ils peuvent véhiculer. J'exprime mon regret que vous n'ayez pas invité à cette commission Tarek Fatah, qui est le fondateur du Congrès maghrébin au Québec, qui condamne les intégristes par ailleurs, musulmans lui-même, et qui a expliqué sur les ondes de Radio-Canada il n'y a pas très longtemps dans un documentaire très étoffé qu'il était estomaqué de voir que dans la plupart des prêches des imams au Québec, en tout cas dans plusieurs mosquées, ça commençait par la haine. Ça commençait par des discours appelés à la vindicte contre les mécréants, etc. Donc, il y a un problème, là. Donc, que l'on s'interroge aussi sur les exemptions fiscales octroyées à de telles mosquées. Monsieur Lamoureux. Député de Tachereau.
Centre de recherche-action, on a nous-mêmes déposé... Nous, on est d'accord avec ça, 100%. Une loi sur l'observateur qui est inspirée de la loi qui avait été déposée par Mme Fatima Ouda-Pépin. On croit à la recherche-action. Ça, on est tout à fait d'accord avec vous. On attend encore, d'ailleurs, que le gouvernement l'appelle pour qu'on puisse en débattre. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Sur les cégeps, une directive concernant la location des locaux. Vous tombez exactement là, dans l'esprit de ce qu'on plaide depuis le début de cette commission parlementaire-là. Les questions auxquelles on fait face, on a probablement bien des outils entre les mains pour y faire face, mais on dirait qu'il n'y a pas une volonté d'agir ou une capacité d'agir. Il y a ici des gens, les commissions scolaires nous disaient, nous autres, les locaux, on les a, là, on a les moyens pour louer ou ne pas louer. Vous pensez qu'une simple directive pourrait outiller davantage les cégeps que cette loi? Moi, je pense qu'une directive, ça donnerait comme un cadre général sur lequel les directions de cégep pourraient s'appuyer, à savoir à propos de la façon de louer les locaux. Actuellement, il n'y a rien. Donc, on loue à gauche. Il n'y a même pas de vérification. Là. Écoutez, là, ça va d'organismes communautaires, religieux, à toutes sortes de choses dans les cégeps actuellement. Il n'y a pas de cadre. Donc, les gestionnaires d'établissements ne demandent que ça, que d'avoir un cadre qui va les aider et qui va leur prescrire. Ensuite, lorsqu'ils vont prendre une décision, on ne peut pas vous louer le local. Bien, voici, regardez, il y a une directive ministérielle qui est assez claire à cet effet. Ça aide les gestionnaires. N'ayant aucun cadre, on peut aller dans toutes les directions et c'est difficile à gérer. Puis ça donne des surprises comme celle qui est arrivée à Maisonneuve et à Rosemont. Moi, j'ai bien aimé la réaction du cégep de Rosemont. Elle a dit, c'est terminé. Maisonneuve, il a dit, on va faire un comité pour voir là, s'il n'y a pas de la discrimination. Alors, écoutez, là, la preuve qu'il n'y a pas de directive, c'est ça. Hein? Madame la députée de Tachereau. C'est le fun dans les mémoires. Des fois, on trouve les références en bas de page de ce que vous nous dites. Il y a effectivement une de vos références qui est un texte du Devoir de Robert Dutrissac du 19 février 2015. Et vous avez une citation du premier ministre. Je vais la rappeler. Je pense que ça vaut la peine. Vous la soulignez à juste titre. La liberté d'expression, elle est déjà encadrée par nos chartes et la jurisprudence. On ne peut pas faire de discours haineux ni d'appel à la violence, même dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Premier ministre actuel qui nous rappelait, qui disait « on a déjà toutes les lois entre les mains ». De l'autre côté, il y avait le chef de la CAQ qui appelait à être encore plus... c'est pas seulement... Ça demande aussi au gouvernement une intervention politique. Peu importe, là, on a eu un débat là-dessus. Mais le chef de la CAQ, lui, appelle à une loi. Ça fait que je comprends que la CAQ, elle, veut bonifier cette loi-là parce que eux autres, ils croient que c'est en passant en menottant un peu plus la liberté d'expression dans certains secteurs qu'on peut y arriver. C'est correct, là, mais nous, on pense pas ça. Il y a une chose qui est oubliée dans tout ce débat-là, c'est la laïcité. Vous en parlez dans votre conclusion. D'entrée de jeu, dans les premiers organismes qui sont venus, on nous a rappelé cela. Il n'y a rien sur la laïcité, ni même la neutralité religieuse de l'État, qui soit dans cette loi. J'aimerais ça que vous en parlez dans votre conclusion. J'aimerais ça que vous en parliez de l'importance de ce que pourrait apporter, par exemple, une déclaration sur la laïcité, par exemple dans la Charte des droits et des libertés ou ailleurs, de plus. Nous, écoutez, nous, on était partisans malgré que certaines corrections qu'on voulait apporter au projet de loi 60, on était d'accord avec ce projet de loi, puis écoutez, essayez de me démontrer une once d'islamophobie, d'ethnocentrisme ou de quoi que ce soit dans ce projet de loi, il n'y en avait pas. La seule chose qui est peut-être discutable, les crucifix, puis tout ça, on avait un certain nombre d'amendements. Mais nous, on pense, vous voyez, je fais 5 propositions, 5, 6, puis on en aurait un autre, là. Mais ça relève d'Ottawa, mais on n'a probablement pas le temps, mais d'amender le code criminel, là, parce que le code criminel, l'article 319 3B, là, il permet de faire la diffamation si on le fait en toute conviction au nom de notre religion, une croyance religieuse. Donc, mettons que ça,
C'est pas de notre temps, OK? Mais disons que l'ensemble des propositions qu'on a faites, 2, 3, je viens de vous énumérer, vous voyez, c'est un esprit d'ensemble. C'est à mon avis, à notre avis, ça devrait en quelque sorte être intégré à une loi générale qui stipule que le Québec est un État laïque et qui définit, évidemment, on s'entendra pas, je pense, avec le gouvernement libéral à ce sujet, on s'entendait pas non plus en 2014, mais la laïcité, là, c'est la séparation de l'État et des religions, premier principe. Deuxième principe, le respect total, complet de la liberté de conscience, donc d'être croyant ou incroyant, ça inclut la liberté de religion, mais aussi, comme la Cour suprême l'a tellement montré pour le mouvement laïque, que vous allez recevoir bientôt, la liberté de conscience et le caractère universel aussi de l'application des lois et des règlements pour tous et chacun. Alors ça, c'est des principes de laïcité qui ne sont pas dans la Charte québécoise des droits et libertés. À notre sens, ils devraient y être. Et un ensemble d'autres mesures. Nous, on présente celle-ci. Mais vous voyez, il y en a d'autres aussi possibles qu'on peut ajouter. Il y en avait aussi dans le projet de loi 60, mais nous on... En terminant, dernière minute, si vous permettez, M. Lamoureux, Mme Bensalem. Oh, excusez-moi. Écoutez, je veux juste vous dire, j'ai bien pris note de vos recommandations, qui rejoignent plusieurs des recommandations que nous avons fait au fil du temps au gouvernement. Mais j'ajoute aussi que je suis d'accord avec vous qu'il y aurait serait peut-être temps d'ajouter des mots sur la radicalisation et sur les dangers de l'intégrisme dans les cours d'éducation et de culture religieuse. Je trouve cette suggestion intéressante. On est en train d'implanter ce cours. C'est le temps, à la fois on y parle de religion, mais qu'on dise peut-être à nos jeunes les dangers des dérives et les dangers de l'intégrisme pourrait être intéressant, quelle que soit la religion. Merci beaucoup. Madame la députée de Taschereau. Madame la députée de Repentigny ou de Montarville? De Montarville. Ah, excusez-moi. Probablement en réponse à Madame la députée de Taschereau. Entre autres. À vous l'honneur, Madame la députée de Montarville. Merci. Mais d'abord, j'aimerais vous saluer. Écoutez, M. Lamoureux, Madame Bensalem, merci d'être là. Ce que vous dites me touche beaucoup et me rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on est sur la même longueur d'onde à plusieurs égards. Et j'aimerais tout de suite apporter un correctif à ce qu'a dit ma collègue de Taschereau, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et c'est important de souligner, et là, j'ai pris en note quand elle dit le chef de la CAQ veut menotter un peu plus la liberté d'expression. Je pense que ma collègue a raté une excellente conférence de presse en février dernier et j'ai l'obligation de mettre les pendules à l'heure ici. Elle n'a pas compris notre proposition. Nous voulons concrètement, oui, faire une entorse à la liberté d'expression, mais pour limiter, attention, c'est très important, Madame la députée, limiter la liberté d'expression de ceux qui endoctrinent les jeunes. Et c'est très précis, ce n'est pas une limitation de la liberté d'expression large. Vous dites dans votre mémoire, et je pense que c'est important de faire la différence, très important parce que vous-même, vous nous dites dans votre mémoire, vous nous parlez du fait qu'il faille s'attaquer au discours, à cette islamisation des jeunes. Donc, c'est à ça qu'on veut s'attaquer également. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Et ça se fait par une loi? Ben oui, ça se fait pas par une vue de l'esprit. Alors, j'en viens à votre mémoire. Je pense que c'est important de mettre les pendules à l'heure, vraiment. À la page 5, en haut de votre mémoire, vous nous parlez de notre premier ministre et vous dites, en décembre 2013, au moment de son assermentation à titre de député d'Outremont, Philippe Couillard a en effet vilipendé l'intégrisme islamique et il faut lui reconnaître le mérite de l'avoir fait. Vous savez quoi? Quand j'ai entendu ça, moi-même, j'ai applaudi. Je dis bravo. Bravo, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Vous y allez d'une citation, je vais faire grâce de la citation, mais on se souvient de ce que M. le Premier ministre a dit. Et par la suite, vous continuez avec plusieurs exemples. Vous citez des exemples de propos que notre premier ministre a dit avec les dates et tout ça. Je vais faire grâce de tous les citer. Mais je suis d'accord avec vous, contrairement à la ministre qui dit qu'il n'y a pas eu de changement de discours. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu un changement de discours, que M. le premier ministre parlait de lutter contre l'intégrisme religieux. Par la suite, il a dit que l'intégrisme était un choix personnel et c'est devenu lutter contre les dérives religieuses. Donc, pour moi, c'est un changement de mots et je pense que ça a une importance. Ce n'est pas anodin lorsque le premier ministre parle. Je pense la même chose que vous. Je veux que vous le sachiez de ma formation politique également. Par ailleurs,
Alors, voici pour les citations. Je pense comme vous. Vous dites dans vos recommandations tout de même qu'il faudrait abandonner toute la première partie sur les discours haineux. Vous dites le projet de loi, le PL 59, rate sa cible. Je suis d'accord avec vous, je l'ai dit plus d'une fois ici, rate sa cible, à notre avis, sur un point de vue juridique, parce que cette cible, elle est trop large. Alors, nous, ce que nous disons, c'est resserrons la cible. Alors, on va aux côtés des réponses, à votre page 20. Que fait-on pour enrayer ce discours, ce discours qui mène à l'islamisation radicale? Que fait-on? Page 20, vous nous citez... J'y viens, excusez pour le bruit. Page 20, voilà. En bas de page, vous avez... l'avant-dernier paragraphe est excellent, mais je vais abstenir d'en faire la lecture parce que ce sera trop long, mais j'invite les parlementaires à le lire et le souligner. Et le dernier paragraphe, il est écrit « On ne surveille pas assez le discours religieux. Nous n'avons pas résolu le fond du problème, une idéologie, une doctrine qui est en train de faire des ravages. Si le gouvernement esquive cette question idéologique, s'il ne fait pas ce travail de déconstruction auprès de la jeunesse, y compris du réseau de l'éducation, etc., on rate la cible et ces groupes ne vont que gagner de nouveaux adeptes. Alors, j'aimerais vous entendre à cet égard parce que, je vais être précise, là, c'est vraiment au discours de ces prédicateurs autoproclamés qu'on veut s'attaquer et non pas la liberté d'expression générale de tout le monde. Alors, je veux vous entendre là-dessus. Je peux dire Monsieur Lamoureux. Juste un petit mot. Allez-y. Dounia, c'est quoi son nom? Bouzard, elle qui dirige la lutte contre l'intégrisme, la radicalisation en France. Dans leur programme d'action, moi je suis étonné au Québec, là, écoutez, il y a un programme d'action contre le djihadisme, puis il n'y a aucun mot dans le programme d'action qui dit le mot intégrisme, puis il n'y a aucun mot islamiste, ça n'existe pas, ça n'a pas de bon sens. En France, là, ils font un programme ils appellent ça de désembrigadement. Ils leur montrent les vidéos là, des djihad, là, puis ils leur montrent la réalité, les vrais massacres, là. Ils cassent le paradis, l'idée du paradis, je vais aller au paradis. Ils cassent ça, là, ils font la bataille idéologique face à ces jeunes. Puis c'est comme ça qu'ils réussissent aussi à les ramener les deux pieds sur terre. Là. C'est l'embrigadement idéologique. Comme les hordes de jeunes en Allemagne étaient embrigadés par le nazisme, là, qui prétendait qu'il y avait de l'humiliation, l'insulte aux Allemands, etc., puis il fallait s'engager dans le parti nazi. Même chose pour le stalinisme en Europe. Alors, donc, c'est ça qu'il faut faire. Madame Ben Salem. Oui, écoutez, nous qui venons de ces pays, nous qui avons fui nos pays à cause de la montée de l'intégrisme islamique, il faudrait peut-être nous écouter un peu plus. Moi, ça fait des années que j'explique, que je sensibilise, et on m'a déjà accusée d'être intolérante. C'est quand même un comble. Hein. Alors, c'est certain que le Québec se retrouve face à une situation inusitée. C'est arrivé ici plus tard qu'en Europe. Les Européens, eux, sont habitués à ça. Et ici, c'est un peu nouveau. On ne sait pas trop comment gérer ces situations-là. Probablement parce que le Québec en particulier, puis le Canada en général, n'ont pas de passé colonial avec tous ces pays qui envoient des immigrants en Europe et puis ici. Écoutez, l'islamisme se répand et c'est leur projet. Et ça n'est pas du folklore. Le projet des islamistes, c'est d'islamiser la planète. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, moi, je regarde des choses. Écoutez, on peut pas s'empêcher de parler, par exemple, du niqab. Alors, des femmes qui viennent de cette culture-là, qui se battent pour se libérer, puis qui se retrouvent au Canada avec une femme qui va aller prêter serment de citoyenneté avec un niqab, c'est innommable, c'est révoltant, c'est du n'importe quoi. On est en colère. Et c'est un euphémisme. Alors, moi, j'ai pensé aux autocollants. Vous savez, les autocollants qui ont été mis sur ces autos à Terrebonne. Oui.
Le Québec est terre d'Allah. Eh bien, si on continue comme ça, à autoriser toutes ces choses-là, eh bien, ça va devenir la terre d'Allah. Et ils doivent être morts de rire, tous les barbus, là, qui sont ici. Si on autorise de telles choses, c'est de l'ignorance, je pense. C'est de l'ignorance, parce qu'on ne s'imagine pas ici. Vous savez, nous, en Algérie, quand les premiers voiles sont apparus, on a pensé que c'était du folklore. Et on ne s'en est pas méfié. Et regardez maintenant comment c'est devenu. Il n'y a pratiquement plus aucune femme qui ne porte pas de voile. Alors les mosquées, bien sûr, c'est le principal lieu de propagation de l'islamisme et de la radicalisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faudrait les infiltrer, les mosquées. Il faudrait aller écouter ce qui se dit dans les mosquées. Parce que je ne sais pas ce qui... Je vais vous lire ces 3-4 lignes. C'est dans le dernier Paris Match qui est paru. Vous avez dû entendre parler du salon de la femme musulmane à Paris, à Pontoise plus précisément. C'est le salon de la femme musulmane, mais il n'y a que des hommes qui ont parlé. Il n'y a aucune femme qui s'est exprimée. Alors il y avait 3 imams qui prêchent dans des grandes villes de France. D'accord? Alors, le premier s'appelle... Rapidement, parce que... Ah que... oui, rapidement. Alors, je vais juste vous dire ce qu'ils ont dit, sans vous citer lequel a dit quoi. Bon, alors, les femmes qui se parfument sont des fornicatrices, promises à un châtiment atroce. Le deuxième enjoint aux femmes de se voiler pour éviter le viol, ici-bas, et l'enfer dans l'au-delà. Et le troisième explique qu'une épouse ne doit pas sortir sans l'autorisation de son mari et que celle qui se refuse à lui sera maudite toute la nuit par des anges. Et ces gens-là sévissent, influencent et aident à la radicalisation. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait? Merci, on leur doit madame. le droit de parole. Merci, Mme Ben-Salem. Je m'excuse. Il y a de plaisir, ça va. Il y en a tellement à Madame dire. la là, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. 3 minutes. Oh, votre temps habituel, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour le 3 minutes que j'ai. Dans un premier temps, je pense que c'est important qu'on se rappelle ici que en matière de projet de loi de laïcité, on aura un autre rendez-vous avec le projet de loi 62. Et dans ce sens-là, on est tout à fait d'accord avec vous qu'il va y avoir une nécessité de discuter, de débattre et d'aller enfin au fond de cette question-là. Et aussi d'accord avec une de vos affirmations fort importantes sur la question de la nécessité de formation, de donner des outils critiques à notre jeunesse et à notre moins jeunesse, pour ne pas dire notre vieillesse, pour être capable d'avoir un regard critique sur l'ensemble des discours qui peut se tenir dans notre société. De dire qu'on n'a pas de passé colonial au Canada, c'est d'oublier une partie de notre histoire. Moi, je pense qu'au contraire, on en a une, puis on n'en est pas très fiers non plus. Vous dites retirer le projet de loi, à tout le moins sa première partie, pas les deux autres. Moi, j'aimerais vérifier quelque chose avec vous, parce que nous, on est encore, depuis le début, à se dire les discours haineux, la radicalisation, c'est une chose, on est d'accord, il y a comme un travail à faire, puis le plan de radicalisation nous inquiète parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent au niveau de la formation, de la sensibilisation, donner des outils pour l'esprit critique. Mais on se dit, les discours haineux, c'est beaucoup plus large que ça, et nous, on se dit, faut définir plus clairement. Vous avez mis au jeu une définition, merci beaucoup, qui reprend en fait un certain nombre d'éléments qu'on voit et qu'on connaît. Moi, je me demandais si, toutefois, est-ce que vous ressentez le besoin qui est précisé dans le sens que vous le faites, quelque chose qui encadre ces discours haineux-là, qui peut y avoir par rapport aux femmes, qui peut y avoir par rapport à plein d'autres mondes dans notre société, et que si on y intégrait une dimension comme quoi la critique radicale des religions n'est pas soumise à... C'est pas de ça qu'on parle dans cette loi-là. Est-ce que, là, vous sentez qu'on est en train vous sentiriez qu'on est en train d'encadrer quelque chose qui s'adresse bien sûr au discours,
aux islamistes qui appellent à la mort des femmes, des gays, des lesbiennes, etc., mais aussi à d'autres discours, à d'autres tranches de la population. Et comme féministe lesbienne, vous comprendrez que pour moi, il n'y a pas juste les islamistes qui appellent à me buter. On l'a vu en fin de semaine dernière. Est-ce que ça serait une façon d'y arriver? En 10 secondes. Oui, 10 secondes. Alors, moi, non, parce que nous, on est pour la libre pensée. Lorsque ça appelle à la violence, à des attaques, des assassinats, c'est ça, exactement. Ça, c'est haineux pour nous, OK? On a le droit d'être anti-catholique, anti-féministe. On a le droit d'être anti-musulman. On a le droit d'être anti-intégriste. On a le droit d'être anti-communiste, anti-sioniste, anti-libéral, anti-anarchiste, anti-fasciste. C'est la libre pensée. Tout le monde a le droit. Du moment, et c'est la polémique, c'est la démocratie qui règle ça, du moment qu'on n'appelle pas à des actes de violence et des agressions, comme le viol de femmes, par exemple, ou comme en Turquie, où on appelle à assassiner les homosexuels. Là, c'est vraiment de la violence. Merci, M. André Lamoureux, Mme Leila Ben Salem, représentant le Rassemblement pour la laïcité. Nous allons suspendre nos travaux quelques instants. J'inviterai les représentants du mouvement laïque québécois à prendre place.